Bonjour à vous tous. Nous allons attendre encore quelques secondes pour laisser le temps aux participants d'entrer dans la salle. Est-ce qu'on m'entend? Annie, Oui, Charles, on t'entend très bien. merci. Donc, bonjour à vous tous, bienvenue à ce webinaire de l'Office de la protection du consommateur. Je me présente, je suis Charles Tanguay, je suis le porte-parole de l'Office et je suis en compagnie aujourd'hui d'Annie Bérubé, qui est à l'Office depuis des temps immémoriaux. Elle ne voudrait même pas qu'on le dise. Elle occupe le poste d'agent de protection du consommateur, comme on dit plus simplement. Le titre est plus compliqué que ça, mais en somme, c'est une des 30 ou 40 personnes qui répondent au téléphone sur la ligne de feu, si on peut dire, et qui donc répondent à quelques 100 000 appels de consommateurs par année. Alors, évidemment, Annie pourra nous être d'une grande utilité dans tout son savoir et expérience. Alors, sans plus tarder, je vous donne quelques consignes sur ce webinaire. D'abord, on vous demanderait évidemment de fermer vos micros et caméras, à moins qu'on ne vous invite à prendre la parole. Ensuite, nous vous invitons, s'il y a des questions, à les poser dans la fenêtre de clavardage, c'est-à-dire en haut de votre écran, deuxième bouton en partant de la gauche, donc, on voit une petite fenêtre avec une conversation. C'est là qu'il faut cliquer pour accéder au clavardage. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez en prendre connaissance ou dire aux gens de votre entourage qui n'ont pas pu assister en direct qu'il sera aussi disponible en différé. Vous recevrez par courriel les liens pour accéder à l'enregistrement. Et voilà, voilà pour les consignes du webinaire. J'aimerais maintenant, pour ceux qui ne nous connaissent pas tant, vous présenter l'Office de la protection du consommateur. Et comme on a un petit vidéo tout prêt pour le faire, on va laisser le vidéo le faire à notre place. Alors, maestro. L'Office de la protection du consommateur en un coup d'œil. Depuis 1971, l'Office de la protection du consommateur est présent dans le quotidien de tous les Québécois. Par exemple, la loi sur la protection du consommateur, qui est sous notre responsabilité, vous protège si vous faites l'achat d'une automobile chez un commerçant, si vous n'êtes pas satisfait d'un produit acheté sur le web ou encore si votre centre de conditionnement physique ferme ses portes. Les contrats de carte de crédit, de télécommunications, comme les services d'accès Internet ou encore de téléphonie cellulaire, sont également encadrés par cette loi. De plus, l'Office veille à l'application de 3 autres lois qui couvrent les secteurs suivants: le voyage, le recouvrement de créances et les services funéraires et de sépulture. L'Office compte un peu plus d'une centaine d'employés au Québec, répartis dans 11 bureaux régionaux. L'équipe relève 2 défis au quotidien. Surveiller le respect des lois sous la responsabilité de l'Office et informer les consommateurs. À l'Office, il y a une équipe spécialisée pour répondre aux demandes de renseignements des citoyens sur tout sujet touchant la consommation. Les agents peuvent vous informer sur vos recours et les démarches à entreprendre si vous avez un problème avec un commerçant et vous fournir les outils pour vous aider à le régler. Chaque année, l'Office traite environ 150 000 demandes de renseignements, dont 1 sur 5 s'avère être des plaintes. À la suite de ces plaintes et dénonciations, l'Office peut réaliser des activités de surveillance et intervenir auprès des commerçants concernés. En d'autres mots, nous pouvons effectuer des vérifications dans les commerces et faire de la surveillance dans des secteurs ciblés comme l'automobile et le prêt d'argent. Certaines activités de surveillance peuvent mener à des enquêtes. Ces enquêtes peuvent ensuite conduire à l'envoi d'avis d'infraction et, dans certains cas, se conclure par des poursuites judiciaires. Tous les ans, l'Office effectue des centaines d'interventions juridiques. Pour mieux protéger les consommateurs, l'Office délivre chaque année plus de 20 000 permis et certificats dans différents secteurs jugés à risque. Comme les commerçants itinérants, les agences de recouvrement ou les commerçants et recycleurs de véhicules routiers. Notre but, s'assurer que les commerçants exercent leurs activités conformément à la loi. Les mécanismes de protection sur le plan financier sont liés à chaque permis que délivre l'Office. Par exemple,
Le cautionnement est une somme d'argent que doivent verser les commerçants pour obtenir leur permis. Ce montant peut être utilisé dans certaines situations pour indemniser les consommateurs, comme lors de la fermeture ou la faillite d'un commerce. L'organisme administre aussi le FICAV, soit le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Ce fonds permet aux consommateurs qui ont fait affaire avec un agent de voyage titulaire d'un permis de l'Office d'obtenir un remboursement en cas de défaut d'un agent de voyage ou de l'un de ses fournisseurs. Chaque année, notre site Web reçoit des millions de visites. Vous y trouverez des conseils et des outils pour faire des choix éclairés et connaître vos droits et obligations comme consommateur. Afin de joindre facilement les consommateurs et de poursuivre son mandat d'information et d'éducation, l'Office est actif sur les réseaux sociaux. Bien sûr, nous nous assurons aussi d'être présents dans les médias traditionnels comme la presse écrite, la radio et la télévision. Des publications comme des aides-mémoires et des trousses d'informations sont offertes pour outiller les consommateurs en cas de problème. De plus, l'Office a lancé Parle, une plateforme d'aide au règlement des litiges en ligne qui fournit aux consommateurs et aux commerçants un service rapide et gratuit pour résoudre un litige. Nous offrons aussi la possibilité aux organismes et aux écoles de recevoir des agents de la protection du consommateur. L'Office de la protection du consommateur est accessible par téléphone au 1-888-OPC-ALLO ou par Internet à opc.gouv.qc.ca et sur les médias sociaux. Voilà. Alors, merci Sarah-Ève à la technique. Voilà pour l'Office de la protection du consommateur. J'espère que vous avez appris des choses, entre autres le fait qu'on est une petite équipe. Ça, c'est toujours agréable de voir le dévouement des gens de l'Office pour la cause, parce qu'on travaille pour une belle cause, bien entendu. Alors, pourquoi un webinaire au sujet des personnes immigrantes? Bien, c'est une mini-campagne qu'on a faite, pas tant parce que les immigrants sont des consommateurs différents des autres, mais parce qu'ils peuvent, à certains égards, être plus difficiles à joindre. Ils peuvent aussi être méconnaissants de certains éléments de la protection du consommateur au Québec, puisque ce n'est pas partout dans le monde pareil, la protection du consommateur, donc les lois peuvent être différentes. Est-ce qu'ils connaissent l'Office? C'est important qu'ils le connaissent. Et est-ce qu'ils ont des comportements de consommateurs qui sont influencés par leur ancienne vie? C'est-à-dire, bon, dans certains cas, peut-être que dans certains pays, les gens ont vécu des privations et qu'elles arrivent et que ces personnes arrivent ici avec une envie plus forte de consommer. Ça peut arriver. On a aussi au Québec une grande facilité d'accès au crédit. Alors ça peut être un enjeu pour des gens qui connaissent mal les mécanismes, qui se font accorder du crédit facilement et qui peuvent se retrouver dans des problèmes. Bref, on s'adresse à vous en particulier, les relayeurs, les gens qui côtoient, qui offrent des services aux personnes immigrantes, aux nouveaux arrivants, pour que vous sachiez un peu mieux qui est l'Office, que vous sachiez aussi comment détecter d'éventuels problèmes de consommation et pour que vous puissiez référer les personnes immigrantes vers nous en cas de besoin. Alors, on va donc faire un survol quand même assez rapide de ce qui est l'Office, des sujets qu'on peut toucher, non pas pour vous faire de vous des experts ou des expertes en achat d'automobile ou en réparation de réfrigérateurs, mais plutôt pour que vous ayez quand même un portrait assez complet des principales problématiques auxquelles une nouvelle personne qui arrive au Québec pourrait être confrontée. C'est sûr, quand on arrive ici, bon, on a souvent besoin d'une automobile, on a besoin d'un téléphone, bon, des choses comme celle-là. On a réuni les sujets les plus susceptibles d'intéresser cette clientèle. Et bon, la campagne, c'est aussi, pas seulement dans les contenus, mais dans la façon de faire, un déploiement d'efforts pour rejoindre les relayeurs, pour rejoindre les immigrants. Donc, ça passe, entre autres, par ce webinaire. On vous remercie d'ailleurs d'être là avec nous aujourd'hui. Et on compte sur vous pour ensuite propager la bonne parole, bien sûr. Alors, notre campagne, voilà pour ce qu'il en est. Je disais donc qu'on va aborder quelques thèmes de consommation qui sont probablement parmi les plus populaires.
Et là, c'est là que j'aurais besoin des grandes connaissances d'Annie. On pourrait parler, bon, d'abord, au centre de service à la clientèle, on est aux premières loges pour savoir ce qui intéresse le plus ou ce qui préoccupe le plus les gens. Et dans les thèmes qui ressortent dans ce qui a été annoncé parmi les thèmes d'aujourd'hui, il y a l'indication et l'exactitude des prix. C'est important de connaître le prix et souvent, ben, les gens ignorent que la loi encadre ça. Alors, Annie va nous en dire quelques mots. Merci Charles, ça fait vraiment un plaisir d'être accompagné dans le webinaire. Bienvenue à tous également. Alors oui, beaucoup de demandes d'informations concernant l'indication des prix. Donc, d'entrée de jeu, ce qu'il faut comprendre et de faire partager auprès de votre clientèle, c'est que la loi oblige les commerçants, en fait, à indiquer le prix sur chacun des produits qui sont offerts en magasin. Donc, la loi n'a pas été modifiée il y a quelques années. C'est toujours une obligation. En tant que consommateur, le commerçant doit m'indiquer combien je vais devoir payer mon Une prix. étiquette sur chaque bien, là. On parle Oui, ben, en fait, d'indication unitaire. l'obligation est toujours la même, sauf Oui. que, il y a eu des modifications il y a quelques années. C'est que certains commerçants qui ont choisi de ne plus faire cette façon de faire-là, donc ils ont des obligations d'indiquer les prix d'une façon autrement. Donc, ce qu'on va vérifier, c'est que le commerçant, qui se soustrait à l'étiquetage, comme tu le mentionnes, unitaire, à ce moment-là, c'est qu'il doit quand même indiquer le prix que le consommateur va payer à la caisse. La façon différente, vous savez, les petites étiquettes qui sont à proximité des produits, donc il y a quand même une obligation d'informer le consommateur du prix annoncé et de permettre aussi d'avoir une certaine gratuité dans la mesure où il y a une erreur de prix à la caisse. Donc, l'information doit être claire au consommateur. Vous avez les affichettes qui sont à proximité des caisses, l'information aussi à l'entrée du magasin. Possibilité aussi d'avoir ce qu'on appelle les lecteurs optiques. Donc, dans ces commerces-là qui ont choisi cette nouvelle façon de faire, bien, le consommateur a la possibilité d'avoir une gratuité dans la mesure où le produit, il y a une erreur à la caisse versus le prix que j'ai vu au comptoir. Donc, à partir du Le moment, fameux 10 $. le fameux 10 voilà, ce qu'on appelle la politique d'exactitude. Donc, à partir du moment où l'erreur est défavorable au consommateur, celui-ci peut avoir une gratuité sur le produit qu'il a choisi. Donc, si le produit, par contre, est un montant supérieur à 10 il y a quand même un 10 de rabais qui va être accordé au consommateur. Donc, c'est important de vérifier idéalement avant de quitter le commerce pour pouvoir vérifier notre facture et pouvoir faire valoir nos droits en tant que consommateur. Beaucoup de demandes sont faites dans ce cadre-là à l'Office. Donc, souvent, les gens, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est un peu dénoncer une certaine pratique qui n'ont pas pu avoir le produit gratuitement. Donc, n'hésitez pas, donnez l'information aux gens. Ils peuvent nous contacter et nous, à ce moment-là, on va pouvoir les accompagner pour faire valoir leurs droits et aussi accumuler les plaintes éventuellement pour notre travail de surveillance à l'interne. En rapport au prix aussi, c'est peut-être bon d'ajouter qu'il y a une autre disposition qui dit que le prix annoncé doit être celui que vous payez, excluant les taxes. Alors, on voit souvent des frais qui s'ajoutent, des frais de toutes sortes, et ça, c'est illégal. Quand on annonce un prix, c'est ce prix-là qu'on doit payer. Il n'est pas question d'ajouter d'autres frais. Et donc, c'est important de garder ça en tête. Annie, on a beaucoup d'appels et de plus en plus, c'est toujours au palmarès annuel sur la qualité des biens, donc sur les garanties. En particulier en automobile, les garanties d'automobile d'occasion, c'est en première tête, mais aussi beaucoup sur les appareils électroménagers, les meubles. Et à cet égard-là, c'est important pour quelqu'un qui s'installe. Il va probablement acheter des appareils usagés. Peut-être que le frigo va lâcher au bout de 3 mois. Et là, il va se faire répondre non, non, c'est pas garanti. Mais qu'en est-il des garanties? C'est un grand sujet, c'est important d'en connaître certaines grandes lignes. Tout à fait, Charles. C'est vraiment des questions qu'on a à tous les jours sur la durabilité des biens. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi de la protection du consommateur impose des règles au niveau de la durabilité de ces produits-là, que ce soit un appareil électroménager,
Vous avez parlé de l'automobile, donc peu importe qu'est-ce que vous achetez dans un magasin, on doit s'attendre à avoir une durée qui est raisonnable concernant le prix qu'on paye, l'utilisation qu'on en fait. Donc, dans la mesure où ce produit-là ne correspond pas à une durée qui est normale, vous avez la loi de la protection qui va vous permettre, vous et votre clientèle, de pouvoir vous défendre sur cette base-là. Donc, à partir du moment où est-ce que vous payez un prix qui est quand même assez important et que le commerçant refuse de réparer par la suite le bien, alors à ce moment-là, il est possible de faire une démarche en vertu de la loi de la protection. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'est-ce qu'on va mentionner à nos consommateurs qui ont besoin d'informations, c'est que dans la mesure où le commerçant peut réparer le bien, c'est d'abord l'obligation première. Donc, le commerçant doit réparer sans frais ou à la limite remplacer ou en ultime recours, ce serait le remboursement. Donc, ici, on parle de la garantie légale qui est prévue dans la loi. N'oubliez pas que certains commerçants aussi vont vous proposer d'acheter des garanties prolongées. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre. Des fois, c'est beaucoup d'argent qui va être demandé pour bonifier la garantie de base là, qui est donnée par certains commerçants. Mais il en demeure qu'il faut comprendre que dans le fond, la loi vous protège déjà. Donc, c'est un questionnement à avoir, à savoir si on a vraiment besoin d'acheter une garantie supplémentaire à la garantie qui existe d'entrée de jeu dans la loi sur la protection du consommateur. Donc, effectivement, si, par exemple, le frigo était garanti 6 mois, le commerçant dit c'est garanti 6 mois et qu'il brise au 7e mois, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus aucun recours. Il y a les Exactement. garanties conventionnelles, c'est-à-dire la garantie que donne le commerçant, mais il y a aussi, en plus, qui s'ajoutent en surplus, les garanties légales qui peuvent être plus généreuses que celles qui sont offertes par le fabricant ou le commerçant. Faut noter aussi que c'est à la fois le commerçant et le fabricant qui sont responsables d'appliquer les garanties. Donc, ils ne peuvent pas se renvoyer la balle comme ça. Ils le font, mais vous pouvez dire non, non, je ne veux pas aller au fabricant, c'était à toi que je l'ai acheté. Ou l'inverse, vous pourriez ne pas poursuivre un commerçant, mais poursuivre le fabricant. Ben, les 2 conjointement, Ou j'ajouterais, les Charles, deux aussi, ou conjointement, les 2 exact. conjointement. Puis il en Tout demeure à fait. aussi que lorsque le commerçant vous propose d'acheter une garantie prolongée, sachez que la loi les oblige à vous donner l'information concernant la Sur les garantie garanties. légale. Donc, Oui. c'est important pour nous, si c'est une approche qui n'est pas faite, pas respectée par le commerçant, ben pour nous, c'est une plainte qu'on peut prendre chez nous. Donc, le commerçant a vraiment l'obligation de vous informer, de vous remettre des documents concernant l'existence de la garantie légale. Et comme tu l'ajoutais, Charles, la loi permet aussi de poursuivre conjointement le commerçant et le fabricant, solidairement responsables du problème. Mélanie, Donc, la loi dit que le bien doit servir pendant une durée raisonnable. Mais c'est quoi ça, une durée raisonnable? c'est sûr qu'il faut y aller, comme on dit, avec le GBS, hein, le gros bon sens. Donc, dépendamment de ce que j'ai payé, des outils qui peuvent aider aussi aux consommateurs de se faire une idée là, de la durabilité. Sur notre site Internet, vous avez de l'information qui porte sur la garantie légale avec des exemples de jugements qui ont été rendus à la base de la loi de la protection du consommateur, donc à la faveur du consommateur. Donc, ça peut nous guider pour pouvoir monter un dossier. Donc, c'est du On cas peut, par ouais. cas, naturellement, là. Vous constaterez sur notre site que les résumés de jugement en question, ils sont classés par type d'appareil. Donc, si vous avez un problème avec Ouais. votre automobile, vous pouvez aller voir les jugements qui portent sur l'automobile et vous faire une idée de comment les tribunaux interprètent effectivement la fameuse durée raisonnable d'un bien. Ça nous donne une bonne idée sur ce qu'on devrait être en mesure d'obtenir. Tout à fait. Bon. Passons maintenant justement à l'automobile, automobile neuve, automobile d'occasion, location d'automobile, permis de commerçant d'automobile, bien des aspects sur ce sujet-là. Évidemment, si, pour peu que cette nouvelle personne immigrante, soit pas dans un des grands centres avec du transport en commun, il y a des chances qu'elle veuille, s'acheter une automobile et même encore, beaucoup de gens veulent une automobile de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on aurait à leur dire, Annie, avant qu'ils partent magasiner leur nouvelle voiture? Donc, oui, ben, en fait, le domaine de l'automobile, c'est un secteur d'activité qui génère quand même passablement de demandes d'informations, de plaintes, et cetera. Donc,
D'abord, ce que je vous suggère de mentionner ou de prendre en considération, c'est de faire une inspection, d'autant plus que les automobiles, bon, c'est quand même des bons montants. Donc, on conseille fortement de faire une inspection indépendante dans la mesure où vous allez chercher une expertise qui est externe à la vente. Ça vous permet de vous faire une idée à savoir si l'auto est en bonne condition et du même coup, s'il y a des réparations à effectuer sur l'automobile. Donc, premier conseil que je vais vous dire, c'est vraiment de l'inspection pré-achat. Donc, le commerçant ne peut pas refuser, c'est-à-dire de vous laisser partir avec l'automobile. On s'entend qu'il faut que ce soit quand même dans un rayonnement proche du vendeur, mais il en demeure que c'est fortement suggéré. Donc, comme tu l'as mentionné, il y a des règles qui sont obligatoires en vertu de la loi, dont le permis qui vient avec un cautionnement qui va permettre aux consommateurs d'être indemnisés en cas de problème, fermeture de commerce ou quoi que ce soit. Important aussi le contrat, surtout dans le domaine des automobiles d'occasion. Donc, contrat obligatoire, donc c'est en vertu de la loi. C'est un des contrats que la loi va imposer aux commerçants. Aussi, l'étiquette, vous avez une feuille d'information qui permet aux consommateurs, quand on magasine l'auto dans le stationnement du commerce, de bien lire, de bien connaître toute l'information préalable Le le kilométrage, kilométrage, l'historique, le l'historique, prix. le prix, etc. Oui, c'est ça. Et les fameuses garanties, dépendamment de l'année et du kilométrage de l'auto, ben, la loi va venir également imposer une garantie, ce qu'on appelle une garantie de bon fonctionnement sur l'automobile. Donc, 2 critères à connaître, là, donc moins de 5 ans et moins de 80 000 kilomètres sont les 2 critères pour pouvoir exiger une garantie de base donnée par le commerçant, sans oublier la garantie légale qui s'applique Qui aussi dans s'ajoute tous les aussi. domaines. Ouais. Ça s'ajoute également, oui. Et dans le domaine automobile, ces derniers temps, on a vu beaucoup de problématiques liées au prix tout inclus, justement. Donc, on vous annonce un beau véhicule à 4 499 $, mais au moment de signer, il y a 500 $ de frais ici, 400 $ de préparation. Et là, le commerçant va vous dire, oui, oui, non, ça, c'est obligatoire, ça. Non, c'est pas obligatoire, c'est illégal. Alors, quelqu'un qui a payé ces frais-là pourrait même porter plainte à l'office Tout à et fait. faire des démarches pour se les faire rembourser. Il pourrait même demander des dommages aux commerçants qui a une telle pratique parce que c'est une infraction de faire ça. C'est une infraction. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différentes façons de financer les automobiles, Oui, s'ils viennent changer aussi certains éléments concernant les annulations. Donc, dépendamment du type de contrat qui a été signé, on ne pourra pas rentrer dans les détails, mais sachez que certaines dispositions de la loi s'appliquent concernant les achats selon le financement ou si c'est un contrat effectivement de location à long terme. Et je parle ici des contrats, que ce soit pour une auto neuve ou une auto usagée, nous. donc, à toute Donc, personne qui parle de vouloir une automobile, ben, il y a des conseils de base à dire. Cette personne, aller sur notre site. On a une section spéciale, ça s'appelle, bon, l'adresse est /truc des TRUCS, où on parle justement d'automobile. On met entre autres en garde, il y a une calculette pour montrer combien ça coûte de faire financer une automobile sur une longue période. Et ça, c'est un phénomène qui est de plus en plus répandu, les financements sur 7, 8, 9 ans. Et il y a des pièges dans ça, il y a des dangers de payer très longtemps et très cher pour une voiture finalement qui va perdre de la valeur beaucoup plus rapidement que le terme de financement sur lequel on la finance. Bon, est-ce qu'on a fait le tour, Annie, en oui, matière ben, en fait, automobile? c'est évaluer aussi, hein, d'évaluer nos besoins au Oui, niveau de qu'est-ce qu'on veut acheter, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos critères, c'est d'aller chercher des références aussi. Des fois, les gens, bon, ils ont des contacts, donc ça peut être une façon aussi de trouver le bon commerçant, là, en fait. exactement. L'autre bien de consommation qui est rendu quasiment indispensable, ben, enfin, ce sont plusieurs services de télécommunication. Bien sûr, un cellulaire, mais aussi accès Internet. Pour certains, ça va être la télévision, la câblo-distribution, mais ça, il y a de plus en plus de gens qui abandonnent la câblo-distribution parce que ça coûte tellement cher. Et bien sûr, le téléphone fixe, ça aussi, c'est pas mal une espèce en voie d'extinction. Mais bref, tous les services de télécommunication sont spécifiquement encadrés
dans la loi sur la protection du consommateur. Et dans l'esprit de cet encadrement, il y a l'idée qu'il faut donner aux consommateurs plus de latitude pour changer de fournisseur. Il ne faut pas être attaché à notre fournisseur. Et plus on a la possibilité de changer facilement de fournisseur, c'est déjà assez compliqué, plus on peut obtenir des meilleurs prix. Vous le savez peut-être, ceux qui ont négocié avec leurs fournisseurs, dès qu'on dit qu'on va les quitter, là, tout d'un coup, ils nous trouvent des fabuleux Des rabais. beaux rabais. Des beaux rabais. Mais Annie va nous dire un peu plus de quoi il en retourne sur l'encadrement des télécoms. Oui, en fait, les sujets, les domaines, là, télécom, bon, tu les as nommés, téléphonie, Internet et téléphonie, Internet et télévision, voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi oblige les commerçants à remettre des contrats détaillés. Donc, c'est important, à partir du moment que vous faites affaire avec une compagnie, que ce soit TELUS, que ce soit Bell, nommez-les, le commerçant doit remettre un document qui réponde aux ententes qui avaient été convenues à la base. Donc, nous, ce qu'on reçoit comme appel à l'Office, dans les cas, justement, comme Charles le mentionnait, c'est des personnes qui veulent changer de compagnie, savoir s'il y a une possibilité de pouvoir tout simplement quitter et connaître les pénalités qui sont prévues par la loi. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que la loi va permettre à tout moment, les contrats de communication peuvent être annulés. Donc, sans aucune raison, par l'envoi d'un avis écrit, le consommateur peut décider de quitter la compagnie pour différentes raisons. Si je déménage dans un nouveau secteur, une nouvelle région, ben, ça se peut que mon service ne soit pas offert dans cette nouvelle région-là. Donc, ce que la loi va nous dire, c'est que c'est possible de le faire à tout moment, donc moyennant une pénalité selon le forfait qu'on a choisi. Donc, deux critères qui sont à évaluer. D'abord, ce qu'on appelle dans le jargon juridique, le bénéfice économique. Je m'explique. Le bénéfice économique, Charles le montre, ça peut être, par exemple, un téléphone. Un beau Donc, téléphone gratuit. gratuit d'une Gratuit, certaine entre valeur, guillemets. d'une certaine valeur. Donc, le bénéfice économique, donc si moi, je fais affaire avec une compagnie et qu'on me remet un téléphone d'une valeur de 500 et que je décide de quitter la compagnie avant la fin de mon contrat, ben, je risque d'avoir une pénalité parce que ça va être un facteur déterminant qui va permettre aux commerçants de me facturer un montant d'argent. Donc, premier critère, le bénéfice économique, l'objet que je reçois en compensation et également la durée du contrat. Donc, selon la durée, selon le bénéfice, la loi va prévoir des mécanismes pour rétablir le montant de pénalité qu'un consommateur aurait à payer en voulant quitter la compagnie. Donc, vous avez un tableau justement sur notre site Internet qui permet de connaître la formule mathématique qu'on doit utiliser. Donc, dans la mesure où le commerçant chargera un montant qui est supérieur à ce que la loi prévoit, bien évidemment, le consommateur peut contester. S'il n'est pas possible pour lui de faire valoir ses droits, n'hésitez pas de remettre aux gens le numéro de téléphone, de les référer chez nous. Donc, nous, on est là pour les accompagner, puis ça va nous permettre aussi de faire notre travail de surveillance de la loi. Je pense que j'ai omis de préciser d'entrée de jeu qu'on aurait une petite période de questions et de commentaires à la fin. Donc, il nous reste du temps, on est correct. On va avoir du temps pour les questions, effectivement. Voilà pour les télécoms, bien important que les consommateurs magasinent et demandent des meilleurs prix parce que c'est très cher. Il y a toute la question des abonnements. Alors, abonnement au gym, abonnement à un cours, ça, c'est évidemment des cours de langue en particulier. Bien souvent, il va en avoir de toutes sortes, mais ça peut être toutes sortes de cours. Tout ce qui est en dehors du système scolaire officiel, là, cégep, université, bon, tous les autres Municipalité cours, non les plus. municipalités, ouais. Et tout ce qui, évidemment, dure sur une certaine période. Donc, c'est sûr qu'un abonnement d'une journée au gym n'est pas encadré de la même façon qu'un abonnement de 6 mois. Mais quel est-il, cet encadrement, Madame Bérubé? En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est des contrats qui sont donnés sur plusieurs semaines. Tu as donné l'exemple des cours qui sont donnés d'anglais, des cours de langue, je prends par exemple les cours de conduite. On rentre là-dedans aussi dans cette section-là de la loi. Les garderies, je pense que c'est un élément important qu'il faut Oui, les savoir parce que garderies. ça fait partie de la même section, c'est la même section de la loi.
Je vais faire un petit bémol pour les studios de santé parce qu'il y a des petites particularités qui sont pas prévues là, comme dans les cours qui sont donnés à long terme. Studio de santé, dans le jargon légal, étant ce que nous, on désigne couramment comme des gyms, des Oui, centres de c'est ça. conditionnement physique, des centres de contrôle du poids, etc. Tout ça, ça s'appelle chez nous des studios de santé. Des studios de santé, tout à fait. Donc, pour ce qui est des cours qui sont donnés, des contrats, c'est-à-dire qui sont donnés sur plusieurs semaines, ce que la loi va prévoir, d'abord, ça aussi, c'est un contrat obligatoire. Donc, lorsque vous faites une entente avec un service de garde, avec un cours de conduite, peu importe, le commerçant est tenu par la loi de vous remettre un contrat détaillé qui réponde aux exigences et aussi avec les mentions, ce qu'on appelle chez nous les mentions obligatoires. Donc, mentions obligatoires, en fait, c'est que ce contrat-là, qui est quand même une particularité, on n'en a pas parlé avant, mais il faut comprendre que les contrats ne s'annulent pas nécessairement n'importe quand on veut. Il y a des exceptions au niveau de la loi. On a nommé quelques exemples, mais dans la majorité des cas, une fois qu'on a fait notre contrat, ben, c'est terminé. On ne peut pas changer d'idée, sauf dans quelques exceptions, dont les contrats de service sur plusieurs semaines. Donc, ce que la loi permet, c'est qu'on peut mettre un terme en tout temps au contrat. Donc, particularité. Dans la mesure où le service n'a pas débuté, aucun frais ne peut être chargé au consommateur et aucun dépôt non plus avant le début des cours. Donc, si moi, je vais commencer mon service de garde la semaine prochaine, exemple le 27, on ne peut pas me demander aucun montant avant le 27 prochain. Et la loi va venir même encadrer le paiement, il faut que ce soit fait en minimum 2 versements. Donc, aucune question, aucune possibilité de demander en un seul versement. Donc, à partir du moment où j'ai fait mon contrat, ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux annuler avant sans frais. Si je veux annuler en cours de contrat, à ce moment-là, la loi me le permet. Donc, sans raison, je peux envoyer tout simplement un document au commerçant. En théorie, il devrait avoir un formulaire annexé au contrat, là, ce qu'on appelle un formulaire d'annulation, qui permet au consommateur de faire parvenir au commerçant pour lui expliquer que finalement, il a décidé de tout simplement mettre un terme avant échéance. Donc, le commerçant ne peut pas refuser et la loi va nous indiquer aussi la pénalité. Donc, pénalité maximum qui équivaut à un montant de 10 des services restants au contrat pour un maximum de 50 $. Donc, c'est intéressant de savoir que, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, les garderies, c'est peut-être un peu plus problématique parce qu'on entend, là, les places de garde sont Oui. plus difficiles à avoir. Donc, on a beaucoup de questionnements là-dessus. Donc, les gens, des fois, ils veulent quitter, mais il en demeure que les possibilités de changer sont plus difficiles là, dans le contexte actuel. Mais sachez qu'il y a quand même un encadrement dans ce domaine-là qui permet aux consommateurs d'avoir des droits et des recours. Oui. Effectivement, et c'est peut-être pas très connu que l'Office encadre les garderies. On peut penser que l'Office encadre seulement les garderies privées ou non, tout type de garderie, c'est encadré. Ça fait partie des services qui sont encadrés par l'Office notamment. C'est aussi encadré sur d'autres aspects par le ministère de la Famille, mais pour ce qui est du contrat, des paiements, Oui, etc., c'est ça. ça tombe sous notre juridiction, effectivement. Beaucoup d'achats par Internet, évidemment, encore plus depuis la pandémie. Et là, encore là, il y a des exigences spécifiques qui sont imposées aux commerçants quand on transige, quand on fait des achats en ligne. En fait, nous, on parle dans la loi de contrats conclus à distance. Ça inclut les achats par Internet, bien sûr, mais ça inclut aussi les achats, les commandes qu'on peut passer par téléphone ou par texto, ou enfin, dès que le consommateur n'est pas en présence physique du commerçant, il y a un encadrement qui s'applique à ni, Oui, n'est-ce pas? c'est quand même exceptionnel, qu'on puisse avoir une loi, quand même qui va encadrer les contrats, disons par internet partout, dans le monde, là. Donc, je pense qu'on est avant-gardiste au Québec, pour permettre de protéger les consommateurs dans ce cadre-là. Tout à fait. Donc, à partir du moment où est-ce que vous faites une entente avec le commerçant, lui a des obligations de donner tous les renseignements qui vont nous permettre de faire un choix. Donc oui, j'accepte de faire affaire avec vous. Donc il y a une liste, j'allais dire une liste d'épicerie, mais plusieurs éléments qui doivent être donnés au consommateur au préalable. Donc à partir de ces éléments-là, si moi je décide de faire affaire, donc le commerçant est tenu, en vertu de la loi, de me faire parvenir un contrat détaillé qui corresponde à ce qu'on avait discuté au préalable. Donc, ce Ça contrat-là permet de est obligatoire.
vérifier par écrit ce qui a été vu sur le site ou discuté au téléphone avec le commerçant, Tout à que, fait. que Donc, ça correspond. ça correspond. Bien sûr, la façon, je pense que le conseil à retenir dans les contrats à distance, c'est le mode de paiement. Hein. Comme on sait, il existe des différents, on peut faire des virements bancaires, ce qui est plus ou moins suggéré, paiement par chèque, bon, qu'on voit peut-être un peu moins aujourd'hui, mais de la façon que la loi va permettre aux consommateurs d'avoir une protection complète, c'est par le paiement via la carte de crédit. Donc, à partir de ce paiement-là, donc le consommateur pourrait éventuellement demander ce qu'on appelle dans notre langage de la rétrofacturation, dans la mesure où le commerçant a eu des manquements au niveau de la loi, que ce soit au niveau des renseignements préalables, le contrat et aussi, si exemple, j'ai un problème avec la livraison du bien. Parce Par qu'il faut exemple, comprendre. je me fais voler le colis sur le perron de ma porte, par exemple. Par exemple. Donc, c'est sûr que si j'ai payé d'une autre façon, je vous dirais que les recours sont plus difficiles, pratiquement illusoires, d'autant plus que si la compagnie n'a pas de place d'affaires au Québec, donc ça complexifie un peu, les démarches pour le consommateur, même beaucoup, là. Et aussi, c'est que le commerçant, le fait de demander par carte de crédit, c'est la seule façon que la loi va permettre au commerçant de percevoir un montant avant la livraison du bien. Donc, c'est important de le savoir. Si je paye d'une autre façon avant de recevoir, ben, je prends un risque en tant que consommateur. Donc, il faut vraiment être vigilant et bien connaître la compagnie avec qui on fait affaire. Donc, aller chercher des références. Aussi sur le site Internet, des fois, l'information est noyée dans plein d'éléments. Donc, on a de la misère à s'y retrouver. Il faut faire attention aux faux, comment dire, les fausses promesses. On entend parler de différents produits. Abonnez-vous à certains produits gratuitement. Vous allez recevoir des échantillons. Finalement, on se voit facturer différents produits. Donc, il faut vraiment aller lire l'information, mais sachez que la loi va vraiment vous encadrer dans cette démarche-là et vous aider à faire un recours dans la mesure du possible avec la rétrofacturation. Ouais. La pilule miracle qui a fait maigrir de Nicodère, là, avec le témoignage, le faux témoignage de Nicodère en personne. Non, effectivement, ça nous permet de faire une petite parenthèse sur les fraudes. Les fraudes, par essence, ça ne relève pas vraiment de l'Office. Ça, c'est plutôt une question qu'on renvoie vers la police, mais ça n'empêche pas de mettre des mises en garde aux consommateurs par rapport à la fraude, les fraudes sur Internet, les faux sites, les fausses promesses et tout ça. C'est certain qu'il faut dire et redire aux gens d'éviter de payer à l'avance par d'autres moyens qu'une carte de crédit parce qu'on se met à risque. Ça vaut pas seulement pour Internet, ça vaut dans toutes sortes de domaines. Et même pas nécessairement pour de la fraude. Hein. On pense, entre autres, à des entreprises de déneigement qui font faillite en plein milieu de l'hiver, mais vous les avez payés entièrement et vous allez dire au revoir à votre argent et à votre déneigement, malheureusement. Donc, ne pas payer à l'avance. Hey, je crois, Annick. Ah non, mais il restait ça, on avait dit que je m'occuperais un petit peu de ce bout-là, mais tu compléteras si j'en échappe. Oui, Crédit, puis je veux juste faire une endettement. petite parenthèse, Oui, Charles, avant, c'est que nous, chez nous, à l'Office, par rapport aux appels qu'on reçoit, c'est important d'avoir des contrats écrits. Donc, il faut poser des questions, il faut demander des exigences écrites. Lorsque vous achetez, on parlait tout à l'heure de l'automobile, donc si c'est l'exemple qui me vient en tête, le commerçant, il va nous dire qu'on a une bonne voiture. Hein? C'est clair qu'il va nous dire que l'inspection a été faite, etc. Donc, soyez exigeants envers vos écris-le, commerçants. écris-le. Demandez à avoir des écrits, demandez à avoir toute l'information sur les garanties, demandez à avoir c'est important parce que dans la mesure où vous allez avoir ces éléments-là, ben nous, quand vous allez nous appeler parce qu'il y a une problématique, ça va être beaucoup plus facile de vous accompagner puis de vous fournir les bons outils pour pouvoir le faire. Donc, ayez des écrits, on dit que les paroles s'envolent, les écrits restent. C'était vrai hier, c'est encore vrai aujourd'hui, ce sera vrai, ce sera toujours vrai. Donc, soyez exigeants envers vos commerçants. C'est Ça me important. permet, ça m'amène, ça me fait penser à ouvrir une parenthèse sur le fait que l'Office encadre les relations entre les consommateurs et les commerçants. Donc, quelqu'un pourrait acheter un véhicule d'un particulier et là, cette transaction-là ne serait pas couverte par nos lois. Donc, dès qu'il y a des achats sur Kijiji entre particuliers, ça échappe complètement aux règles de l'Office. Encore faut-il que ce soit des vrais particuliers parce qu'il y a des commerçants d'automobiles qui se font passer pour des particuliers justement pour échapper
à l'encadrement de la loi. Et ça, il faut s'en méfier aussi et même davantage. Bon, je disais donc qu'on avait oublié presque de parler de crédit. On en parlait au début, le crédit, l'endettement des consommateurs. Il faut dire que il y a les grandes institutions financières, les caisses populaires, les banques à charte fédérale, les compagnies d'assurance, tout ça, c'est en dehors de notre juridiction, c'est géré ailleurs. De notre côté, on encadre ce qu'on pourrait désigner comme des petits prêteurs, donc des prêteurs de coin de rue, si on peut dire, ou encore sur le web, obtenez un prêt en une demi-heure, obtenez 1 000 $. Ce sont souvent des petits prêts avec des taux d'intérêt exorbitants. Ces commerçants-là doivent avoir un permis de l'Office de la protection du consommateur, donc on les surveille, mais ils font quand même des dégâts. Et la loi a été resserrée récemment. On a introduit maintenant ce qu'on appelle la notion de contrat de crédit à coût élevé. Donc, dès que le pourcentage des taux de crédit dépasse X% de ce qui est le taux d'escompte officiel de la Banque du Canada, je vous fais part des détails, je vous fais grâce des détails. 22. 22. Ça devient ce qu'on appelle du crédit à coût élevé. Et donc, ça impose des exigences additionnelles aux commerçants, des droits additionnels aux consommateurs qui signent un tel contrat. Et ce n'est pas seulement un prêt d'argent, ça peut être le financement d'une automobile. Ça, on le voit beaucoup, là, des véhicules financés en 4e chance au crédit à des taux exorbitants. Et donc, entre autres, le commerçant est tenu d'évaluer la capacité de rembourser du consommateur. Il y a des règles à suivre là-dessus. Et s'il ne le fait pas, il peut perdre droit aux frais de crédit, notamment. Alors, c'est important de savoir que ça existe, cet encadrement-là, et que malgré ça, évidemment, il y a bien des gens qui sont prêts à prêter mer et monde à n'importe qui. Et donc, c'est facile de se surendetter. C'est facile d'avoir aussi des tours de passe-passe pour gonfler le taux de crédit en croyant que c'est légal, alors que souvent, ça ne l'est pas quand même. Et donc, on invite les consommateurs à la prudence en matière d'endettement, bien entendu. Et c'est intéressant de connaître aussi les ressources qui existent pour des problèmes de budget familial, de surendettement. Il y a les associations coopératives d'économie familiale, les ACEF. Ce sont des groupes communautaires et on en trouve dans pratiquement toutes les régions. Dans d'autres régions, il y a ce qu'on appelle les services budgétaires ou les services budgétaires populaires. Mais bref, il y a un site web qui les réunit, toutes ces associations-là. Ça s'appelle Tout bien calculé. Je présume qu'on a une collègue à la technique qui va nous trouver ce lien-là. On va le mettre dans le chat, toutbiencalculé.ca, qui réunit toutes les associations de consommateurs qui offrent gratuitement et de façon confidentielle des services de consultation budgétaire pour les ménages, pour la population. C'est très utile, effectivement. Hey, je crois qu'on a fait le tour, Annie. Si on résume, pour les consommateurs, pour que de nos nouveaux Québécois soient des consommateurs avertis, ben, il faut évidemment se renseigner avant. Là-dessus, notre site web est là. Il y a Protégez-vous qui fait des enquêtes. Il y a nos agents qui sont au téléphone qui peuvent vous donner des renseignements avant d'acheter. Et on peut s'éviter comme ça beaucoup de problèmes. Maintenant, malgré tout, vous pouvez avoir des problèmes ou si vous n'avez pas fait vos devoirs, vous aurez peut-être des problèmes. Et donc, après ça, on peut porter plainte à l'office. Il n'est pas nécessairement trop tard et c'est utile de porter plainte. Non seulement on va vous dire comment exercer vos recours, on va vous donner les outils pour le faire. Par exemple, le formulaire de mise en demeure. Donc, c'est une lettre formelle qu'on envoie aux commerçants et quand il voit le logo de l'office dessus, et il sursaute un peu, mais aussi c'est que les plaintes sont notre matière première pour toutes les activités de surveillance de l'Office. Chaque fois que vous communiquez avec Annie ou avec une autre de nos agents, tous les renseignements vont être notés sur la situation, qui est le commerçant. Et là, on a ce qu'on appelle le profil du commerçant qui est alimenté de cette façon-là aussi. D'ailleurs, sur notre site web, les consommateurs peuvent, en allant voir le profil du commerçant, dans la rubrique « Se renseigner sur un commerçant », ils peuvent savoir si ce commerçant a fait l'objet d'actions pénales par l'Office ou de mise en demeure de la part de consommateurs. C'est utile à savoir. Et donc,
les plaintes nourrissent nos activités de surveillance qui peuvent déboucher vers des avis de rappel aux commerçants, des avis d'infraction, des poursuites pénales, des sanctions administratives. Quand on a un commerçant qui a un permis, on peut lui retirer son permis ou suspendre son permis. Donc, c'est très important pour nous pour savoir quels sont les problèmes sur le marché, de recevoir les plaintes et de les noter. Et du côté civil, c'est-à-dire le recours du consommateur lui-même, il faut dire que ça paraît souvent compliqué. On va dire ça ne vaut pas la peine. Bon, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Parfois, ça se règle avec une seule lettre. Parfois, il faut aller jusqu'aux petites créances, mais les petites créances, la Cour, ce n'est pas si intimidant que ça. Et ça peut rapporter gros. Et surtout, ça lance un signal dans le marché que les commerçants ne sont pas des poires et ne se laissent pas marcher sur la tête et se défendre. Alors, c'est important d'avoir ce réflexe de consommateur aguerri, si on peut dire. Voilà. Est-ce qu'on va avoir des questions de la part du public? On n'a pas regardé de notre côté la fenêtre de clavardage, mais j'ai ma collègue Julie Couture qui était censée s'en charger et elle va peut-être nous indiquer qu'il y a des questions. Oui, bonjour. On a quelques questions et commentaires. On avait plus au début de la présentation, on avait une question de Frédéric qui disait est-ce qu'il y a un temps maximum pour la garantie? Je pense que vous en avez peut-être un petit peu parlé là, quand vous avez expliqué le concept de durée raisonnable d'un bien. Fait que je pense que il n'y a pas de temps maximum. C'est ça. Il y a des jugements où la Cour, pour une bonne laveuse, va demander de remplacer le moteur d'une laveuse vieille de 10 ans. Alors, c'est assez surprenant des fois. Oui, ça dépend du contexte aussi, ça dépend du prix qu'on paye, de l'utilisation. Donc, si je suis seule avec mon conjoint dans une maison, je n'utiliserai pas la laveuse de la même façon qu'avec une famille plus nombreuse. Donc, c'est tous des critères qu'il faut tenir compte pour se faire une idée. Est-ce que j'en ai vraiment eu pour mon argent, en fait? Ensuite, au niveau quand on a parlé des télécommunications, on a Anne qui donnait un conseil en disant chez Vidéotron, on peut éviter le service à la clientèle pour négocier en passant directement par l'option 4, qui est annulation ou modification de service. Puis, ça nous mène directement au département de fidélisation. Donc, ça permet de sauter par-dessus une étape, si on peut dire. Et elle dit aussi qu'il y a plusieurs commerçants qui abusent sur la valeur du bénéfice économique pour se permettre de charger vraiment plus cher à l'annulation du contrat. Ben, au départ, je pense que c'est entrée de jeu, c'est de négocier avec le commerçant la valeur de ce bénéfice-là. Donc, à partir du moment où on juge que c'est un montant qui est beaucoup trop élevé comparativement aux bénéfices que j'en reçois, ben, il faut magasiner. Là. Il va falloir vraiment magasiner parce qu'à partir du moment où on a accepté, ben, c'est difficile de pouvoir contester le prix qu'on a accepté pour la valeur, exemple, d'un appareil à 500 $ pour un téléphone ou même plus. Là. Est-ce qu'il n'y a pas une exigence de la loi même que ce soit précisé initialement dans le contrat, la valeur Oui, de tout à fait. l'appareil? Oui, donc Oui, tout à déjà, fait. Il ils faut que doivent ce soit indiqué. l'écrire. Oui, sinon, ça fait boule de neige avec l'annulation par la suite parce qu'il faut que j'aie un montant pour que je puisse évaluer la perte ou la pénalité plutôt que je vais avoir à payer si je quitte la compagnie. Tout à fait. Il faut que ça soit indiqué. Si un commerçant inscrit que le téléphone qu'il vous offre vaut 10 000 $, là, il ne faudrait peut-être pas choisir ce commerçant-là. Ensuite, toujours dans les télécommunications, on a Pénélope qui demande est-ce légal de demander au client de payer la pénalité, c'est-à-dire le coût total d'un cellulaire, pour un bris de contrat et, faute de paiement, d'effectuer une interruption de service, par exemple, exiger de payer entre 600 et 900 $ avec des paiements d'environ 200 $ aux 2 semaines? Ben, la loi ne définira pas la façon de payer ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question d'entente. Cependant, la loi va indiquer combien le consommateur peut payer à titre de pénalité si elle quitte la compagnie. Mais la façon de payer n'est pas fixée par la loi. C'est Il n'y a absolument pas d'article. difficile de commenter un cas spécifique, mais disons que si j'achète un cellulaire de 500 $ et que le contrat est d'1 an, ben, la pénalité va correspondre à la durée écoulée par rapport à la valeur du cellulaire répartie sur 12 mois. Donc, le commerçant ne peut pas
inventer une pénalité qui est en dehors de cette règle-là. Tout à fait. Il y a Frédéric qui nous demande que pensez-vous du mode de paiement par PayPal? Bon, ça, c'est une grande question. Les services juridiques prétendent que c'est couvert par la rétrofacturation, donc le mécanisme qui permet d'exiger le remboursement de la part de l'émetteur de la carte de crédit, en autant qu'on ait alimenté PayPal avec sa carte de crédit. Je pense qu'on peut alimenter PayPal de différentes façons, mais il vaudrait mieux Par alimenter débit, je PayPal pense aussi. par On peut carte de payer par crédit. débit. Oui, c'est ça, mais Pour voir débit, que bon. dans ce monde-là, il y a ce que la loi prévoit comme protection, mais il y a aussi tout ce que le contrat que vous avez avec le commerçant prévoit, parce que PayPal lui-même a des mécanismes et des prétentions de protection qui sont inscrites dans le contrat de PayPal. Et je crois que PayPal, en général, est assez bon à couvrir de son propre chef, là, sans que ce soit la loi qui lui impose. Mais encore là, ça reste à vérifier. Dans le doute, j'utiliserai ma carte de crédit plutôt que Oui, PayPal. tout à fait. Puis c'est pas vraiment sur le terrain, c'est pas problématique. Plus qu'une autre compagnie, je vous dirais, là, sur le terrain, on n'entend pas de problématique particulière, en autant que ce soit payé par carte de crédit. OK. Une autre question. Beaucoup d'immigrants ne parlent ni le français ni l'anglais couramment. Offrez-vous des services en d'autres langues? Pour le service à la clientèle, si je comprends bien, non, il n'y a pas de la façon, il n'y a pas d'autres langues malheureusement. Peut-être que ça peut adonner que Peut-être. nos agents Oui. soient de telle ou telle origine. Sûrement que ça lui fera plaisir. On cherche, il y a une règle générale pour les services à la clientèle de prendre une attention particulière à des clientèles vulnérables. Donc, si on a quelqu'un qui a des difficultés de lecture, si on a une personne âgée qui a des difficultés dû à son âge. Bref, les agents ont la consigne de chercher des moyens d'accommoder et d'offrir un service plus adapté quand Mais le c'est service est possible de le donné en faire. anglais et français, là, Oui, donc aussi, pour anglais et français. ça, il n'y a pas de problème. Donc on cherche, règle générale, à bien servir aussi, et en particulier, les clientèles vulnérables. On a Anne qui fait le commentaire que c'est difficile pour les consommateurs d'avoir accès à ce genre de négociation, notamment dans le domaine des services de télécommunication. Oui, ben, il faut parfois avoir une certaine audace, là, quitte à se faire aider, hein, ça peut être quelqu'un de la famille. Souvent, je présume, là, je ne connais pas tellement mieux que vous les clientèles immigrantes, mais il peut arriver que les parents parlent la langue d'origine, mais que les enfants, eux, se débrouillent très bien en français. Et si c'est des grands-enfants, ben, ils peuvent aider dans ce genre de situation-là, ou des proches, ou le fils. Donc, effectivement, quand on se sent un peu démuni face aux commerçants, c'est peut-être bon d'aller chercher de l'aide. Oui, d'être accompagné, bien sûr. Et on peut exiger, enfin, mandater quelqu'un pour négocier en notre nom, là, puis le commerçant n'a pas le choix à ce moment-là. Si on lui donne, même à la limite, on peut lui faire une procuration pour qu'il nous représente officiellement. Okay. Et ça, c'est valable là, dans le domaine de la négociation dans la télésurveillance, les systèmes d'alarme et tout ça. Oui, tout. OK. Quels sont les recours en cas où un nouvel arrivant n'a pas tout compris sur le contrat qu'il a signé? Il y a une disposition générale de la loi qui dit que quand il y a une disproportion entre les exigences faites aux consommateurs et celles faites aux commerçants, quand ça s'approche de l'abus ou de l'exploitation du consommateur. Donc, c'est une clause très générale qui ne définit pas ces choses-là, mais qui dit essentiellement qu'un consommateur pourrait demander de faire rouvrir le contrat, de faire diminuer le prix ou même faire annuler le contrat. Et donc, ça peut faire partie du contexte de démontrer devant le tribunal, s'il faut se rendre jusque-là, mais ça peut commencer par une plainte à l'office, de démontrer, en somme,
qu'on a exploité la personne en question. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes cognitifs, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes de langage. Ça fait partie, il y a d'un côté le prix qu'on charge, la valeur réelle de tout ce qu'on a obtenu, mais il y a aussi de l'autre côté qui pourrait être prise en compte la vulnérabilité particulière de tel ou tel consommateur. Donc, c'est à regarder. Je crois que c'est l'article 8. 8 et 9, oui, Ouais. viennent encadrer ce genre de dispositions-là. Donc, tout à fait, ça existe C'est dans pas les gagné articles 8 et 9. d'avance, bien Non, sûr. non, c'est Et, sûr. les Anglais disent it's a long shot, mais pas nécessairement, pas dans tous les cas. 8 et 9. OK. Priscilla demande comment vous contacter pour avoir un représentant de l'Office pour animer une séance d'information dans notre organisme local. Vous appelez Julie. Les gens peuvent écrire à l'adresse communication avec un S à commercialopc.gouv.qc.ca. On va l'écrire dans le chat. Le clavardage. Je vais regarder s'il y a d'autres questions en lien avec la présentation, si on a répondu. Je pense que vous avez répondu tout à l'heure là, sur le numéro de l'article de la LPC sur l'exploitation d'une personne. Je pense que vous avez entendu nommer. OK. 8 et Donc, on 9. aurait fait le tour des questions dans le clavardage. Bon, s'il y en a d'autres, Julie va continuer de surveiller, mais il me reste quelques minutes pour vous parler de ce beau petit dépliant qu'on a fait, qui est un peu le plan de la présentation d'aujourd'hui. Donc, on indique qu'est-ce qu'est l'Office et quels sont nos thèmes de prédilection. Donc, vous pouvez en commander directement. Je crois qu'on va mettre l'adresse où on peut les commander dans la fenêtre de clavardage. Donc, sur notre site Web, il y a une page spécifiquement dédiée aux commandes de publication. Vous allez voir les autres publications qui sont disponibles. C'est gratuit. On vous en envoie par la poste la quantité dont vous aurez besoin et vous pourrez mettre ça dans vos bureaux, dans vos présentoirs si vous avez des personnes qui passent par vos bureaux malgré la pandémie. Et donc, voilà. Et puis, je le disais au début, le webinaire sera disponible en différé. Vous pourrez en parler à vos collègues qui n'y ont pas assisté. Et puis, vous passerez le mot. Nous allons également distribuer dans la fenêtre de clavardage, mais également par des courriels qui vont suivre la présentation, un questionnaire d'évaluation. Alors, si vous avez apprécié, dites-nous-le. Si vous avez des critiques, vous pouvez le dire quand même. Et puis, on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Julie, rien d'autre? J'ajouterais peut-être, suivez-nous sur Facebook. Je pense qu'on connaît Oui. peut-être un petit peu moins la façon de faire, mais ça va vous permettre de pouvoir partager l'information, d'aller chercher plein d'éléments avec ce qu'on a discuté, mais beaucoup d'autres sujets là, qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. Donc, soyez amis Facebook. Merci Annie Bérubé, merci Julie pour ton soutien et merci à Sarah F. Belzile qui était à la technique derrière nous, toute silencieuse. Et merci à vous tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. Je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Il y en aura d'autres certainement et je vous souhaite entre-temps une excellente journée. Merci et à bientôt. Merci à vous.